Nous avons tous des a priori sur ce qu'est un manager. Si, ne mentez pas. Et donc, quand on recrute, les candidats aussi ont des a priori. Ce qui amène des questions en entretien parfois désarmantes. François-Xavier Pellet, fondateur de Astrelia, nous raconte un de ces entretiens. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur Scène de Management. Alors, François-Xavier, je vais commencer par te présenter un petit peu. Donc, tu es le président et un des fondateurs, si j'ai bien compris, de Astrelia. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'Astrelia et nous parler un peu de ton parcours? Parce que je sais que tu es un peu multi-entrepreneur, donc c'est intéressant que tu nous partages un petit peu rapidement ton parcours. Écoute, avec plaisir. Donc, merci de m'avoir proposé déjà ce podcast. Mon parcours, moi, j'ai créé une première société de conseil et d'ingénierie avec Laurent Dieudonné, mon partenaire historique, associé historique, en 2006, au moment de la crise des subprimes. On a créé une première société de conseil et d'ingénierie qui était spécialisée en finance de marché, qu'on a développée de manière organique à Paris, Londres et la Suisse. En 2016, on a cédé une grosse partie de ses activités à un groupe canadien, un groupe canadien qui s'appelle CGI, pour se focuser sur deux activités, donc Astrelia France et Astrelia Suisse. Donc aujourd'hui, Laurent et moi, on est Mhm. toujours actionnaires majoritaires du groupe. Et on a un associé historique au départ de la création d'Astrelia Suisse qui s'appelle Romain Carrega et un associé en France qui s'appelle Aurélien Pogam. Et aujourd'hui, on est à la tête tous les quatre d'un groupe qui fait un peu moins de 400 personnes, on va dire 300 et quelques personnes en Europe, avec des développements et en région en France et deux pattes, France et Suisse historiquement. D'accord. Est-ce que donc 400 personnes, ça commence à être une structure intéressante, on va dire, une bonne grosse PME joufflue, comme j'aime à les appeler. C'est ça. C'est quoi votre cœur d'activité? Alors, notre cœur d'activité, il est historique sur la partie DevOps, tout ce qui est environnement, enfin, DevOps, je vais essayer de vulgariser un peu ça. En gros, notre cœur d'activité, c'est toujours la prestation de services en informatique. C'est-à-dire que notre métier, c'est d'embaucher des collaborateurs en interne chez nous pour après les déléguer chez nos clients. D'accord? Mhm. Donc, on a des centaines d'ingénieurs chez nous en mission qui changent de mission régulièrement chez nos clients grands comptes qui sont effectivement des grandes banques, les grosses institutions. Aujourd'hui, on intervient à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on intervient sur la partie publique, sur la partie retail, sur la partie banque assurance, sur la partie transport. Et on délègue nos collaborateurs sur des missions qu'on va appeler DevOps, tout ce qui est intégration continue. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais sur une partie assez complexe de l'informatique qui réunit à la fois le monde du développement et le monde on va dire, de l'infrastructure, de l'opérationnel. D'accord. J'espère que j'ai été clair. D'accord, très bien. Bah, je pense que ça parlera, en tout cas, à nos auditeurs. On voit assez bien de quoi il s'agit. Et alors, on disait 400 personnes, et puis il y a eu la revente d'un groupe, il y a eu la reconstitution de cette société, enfin, et maintenant 400 personnes dans la boîte. Donc voilà, je te rappelle le principe du podcast, mais j'imagine qu'à 400 personnes, vous devez avoir quelques histoires de management à raconter. L'idée, c'est, voilà, et toi, quel est ton parcours en tant que manager? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a fait vraiment évoluer sur ce sujet-là, une histoire vécue, qui t'a fait réfléchir, en tout cas, dans la manière d'aborder les sujets du management d'équipe et qui te permettrait, enfin, qui te semble intéressant de partager parce qu'il y a vraiment un enseignement à tirer pour nos auditeurs. Alors effectivement, en plus dans nos métiers qui sont des métiers d'humains, hein, clairement Mhm. aujourd'hui l'ESN, la société de service en informatique, anciennement appelée SS2I, ou aujourd'hui on vend pas du soft, on vend pas du matériel, on vend des hommes. Donc de toute façon, l'humain est au cœur de notre activité et donc le management et aura la relation à l'autre. Quand tu m'as posé la question et proposé pardon, d'échanger avec toi sur ce point,
j'ai eu il m'est venu ce côté un petit peu en entretien où j'ai rencontré quelqu'un qui se reconnaîtra sans doute il y a quelques semaines, quelques mois de ça, qui se reconnaîtra sans doute au entretien, qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup d'abord heurté, puis fait réfléchir, qui m'a dit cette phrase que j'ai notée. J'espère alors, on était en fin d'entretien, on était d'accord pour travailler ensemble, on avait pardon, un élan commun et on a une envie commune de travailler ensemble. Et sa phrase a été j'espère que vous n'allez pas trop me crier dessus trop souvent. Et là, j'ai eu un temps d'arrêt, il commençait à crier dessus trop souvent. J'ai dit, c'est-à-dire, il faut les développer, bah, parce que mon ancien patron est président de la société, de temps en temps il s'énervait, et c'est vrai qu'il avait des sauts d'humeur, et il criait sur ses salariés de temps en temps, mais bon, je pouvais aussi comprendre parce que les situations étaient un peu compliquées, où les salariés avaient fait des fautes, bref, elle commençait un peu à justifier le fait que son directeur avait crié. Et j'étais avec mon associé parisien, donc Aurélien, on s'est regardé, et je lui ai dit, mais je crois sincèrement, depuis que je travaille, je n'ai jamais crié au bureau. Jamais. Mhm. Euh, et je me suis dit, après, bon, bah, non, bah, pourquoi j'ai pas crié au bureau alors que quelque part, et c'est vrai, j'ai trois enfants, une femme, trois enfants, une famille, ça m'est arrivé de crier sur mes enfants parce qu'il y a une bêtise, parce que voilà. Oui. Et cette réflexion m'a amené, mais j'ai dit, pourquoi je ne crie jamais au bureau Mhm. et que ça m'arrive de crier à la maison? D'accord. Donc cette mise en perspective, quand il t'a dit en gros, j'espère que vous n'allez pas trop me crier dessus, toi ça t'a renvoyé, effectivement je ne crie pas, alors qu'il m'arrive dans d'autres situations de crier. Donc C'est ça. Et pourquoi je n'ai jamais crié au bureau, ouais. quelles que soient les fautes graves, les fautes lourdes. Enfin, vous imaginez, tu imagines qu'avec maintenant, j'ai presque 50 ans, un historique comme le mien, des histoires où il y a eu des fautes graves, des fautes lourdes, des erreurs, ainsi de suite, qui nous ont potentiellement mis dans la panade, j'aurais eu des glaçons de crier, mais ça ne m'est jamais traversé l'esprit. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et j'ai essayé, à travers ça, de cette réflexion, de comprendre un petit peu pourquoi ça ne m'est jamais traversé l'esprit, je n'ai jamais crié. C'est que je pense qu'en fait, euh, parce qu'on parle de management, euh, je vais parler d'un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup appris, je pense, qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé, Oui. que tu dois connaître sans doute, qui a été écrit Ouais. par Kishimi et Koga, qui reprend un peu, enfin, c'est un best-seller japonais, et qui reprend un peu le principe euh, de dire que, en fait, pour bien manager ou en fait accompagner des gens, euh, on n'a pas forcément besoin d'être aimé, ou en tout cas, on casse ce code Mhm. de dire, moi, en tant que manager d'une équipe ou moi, en tant que manager d'une personne, le fait qu'elle m'aime ou pas ne doit pas avoir d'importance. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte dans ma Ça manière ne de doit pas prendre des entrer en ligne de décisions. compte. Ce qui n'est bien sûr pas le cas Ouais. dans mon environnement, dans mon rang familial. Oui. Euh, et ce qui m'a amené à la réflexion, c'est entre guillemets, en termes de management, de se dire, OK, moi, je construis des équipes et je choisis des personnes Mhm. qui ne doivent pas me ressembler. L'idée, c'est pas de prendre des clones de moi, mais c'est qui doivent apporter à la structure de manière complémentaire pour que la structure grandisse et qu'on évolue tous ensemble. Oui. Euh, donc forcément des gens qui sont pas forcément des affectifs, parce que moi enfin, je m'assume Mhm. affectif, mais des gens rationnels, des différents types de personnes, on va pas les nommer là, mais voilà. Et en fin de compte, dans ce management-là, je me suis rendu compte que j'avais réussi intrinsèquement ou indirectement à ne pas mettre d'affectif dans les gens que je manageais du tout. D'accord. Alors, je fais une petite parenthèse parce que ça renvoie, et je te reposerai éventuellement la question après. Euh, on ne choisit pas d'être aimé ou pas, quelque part. On est aimé ou pas. Alors aimé, apprécié, voilà, on peut mettre toutes les nuances là-dedans, surtout dans des relations professionnelles. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est l'autre personne qui va nous renvoyer ce sentiment de nous aimer, de nous apprécier. Réciproquement, est-ce que les collaborateurs ont besoin d'être aimés pour bien travailler? C'est une autre question.
que je renvoie. J'avais fait un moment un épisode de podcast parce qu'une de mes collaboratrices était venue dans mon bureau en me disant, Thibaut, tu ne m'aimes plus. Donc, il y a cet effet aussi de réciprocité. Et je pose juste là, parce que ça là, et je ferme la parenthèse parce que je trouve c'est intéressant de mettre les deux en perspective. Oui, alors, effectivement, là où j'entends j'entends largement, c'est que quand on est amené à prendre des décisions, que ce soit salarial, que ce soit de diriger, que ce soit notre rôle de manager, c'est de trancher. C'est de trancher par une situation, on nous amène une problématique et on tranche. Euh, Naturellement, je pense que l'homme est un animal pensant et que naturellement, l'affectif, ou en tout cas la relation à l'autre, a forcément on va dire une accointance ou de toute façon une prégnance sur ce qui se passe. Oui, C'est-à-dire que votre prise de décision, quand quelqu'un que vous détestez intrinsèquement et humainement vient vous voir sur quelque chose, vous avez de toute façon naturellement plus de réticence que quand c'est quelqu'un que vous appréciez humainement beaucoup plus. c'est clair. Euh, donc, de dire je mets pas du tout d'affectif du tout, c'est un peu exagéré forcément, mais il faut essayer d'en mettre le moins possible. Mhm. Forcément, quand quelqu'un dans la société démissionne ou quand quelqu'un décide d'aller vers une autre aventure ou quand quelqu'un, il y a forcément une déception. Mais ces déceptions, elles n'impactent pas l'affectif. Elles ne devraient pas impacter l'affectif. Ah, je l'aimais bien, c'est dommage qu'elle soit partie, ça ne doit pas marcher, selon moi. Parce que si vous commencez à mettre de l'affectif, et ce qui était potentiellement mon cas, surtout en tant qu'entrepreneur, quand je dis vraiment de l'affectif, hein, c'est parce qu'on peut aimer les gens avec qui on travaille, au contraire. Je veux pas que les salariés qui vont m'entendre, qui vont écouter ce podcast, je pense que je n'apprécie pas travailler avec eux, au contraire. On a une super équipe, mais l'affectif ne doit pas entrer en compte. Même si, moi, je passe entre 60 et 70 heures au bureau par semaine. Quand on Oui. fait le calcul, sur une semaine, je vois plus les personnes avec qui je travaille, mes associés, mes salariés, mes moins un, mes moins deux, ainsi de suite, que mes enfants, ma femme ou mes enfants. Oui, Donc, si on se déteste, si on ne s'aime pas, si les relations humaines sont exécrables, ça peut pas marcher. ça peut pas fonctionner. Par contre, et le plus beau compliment qu'on m'a fait, la personne se reconnaîtra, m'a dit, oh, vous avez réussi, Laurent et toi, à la base dans cette structure, à créer ce qu'on appelle un esprit de vestiaire. D'accord. C'est-à-dire que, un peu comme en tant qu'ancien rugbyman, moi j'ai vécu des saisons de rugby où on avait sur le papier des très bons, des très très bons joueurs, mais on s'entendait pas plus que ça, sans s'aimer Oui. beaucoup, mais on s'entendait pas plus que ça, et on n'avait pas forcément fait des bonnes saisons. Et les meilleures saisons qu'on a faites, c'était surtout une bande de copains. Alors on n'était peut-être pas les meilleurs joueurs ces années-là, mais c'est là où on a été les plus performants. Oui. Et encore une fois, un peu comme une entreprise, une équipe de rugby, on arrive, on joue, on est une équipe, c'était le Stade France à l'époque, ou Versailles, bref. Les gens qui sont là, ils n'ont pas été sélectionnés, ils viennent, on n'est pas obligé de les aimer. C'est des gens qui Mhm. s'inscrivent, et on vient, ils sont sélectionnés par un entraîneur, on joue avec eux, c'est pas nous qui décidons. Donc, cette nuance d'aimer, Mhm. d'apprécier professionnellement ou d'apprécier dans un autre cadre, je trouve qu'elle est elle est assez extraordinaire, en fait. Parce que où est la limite? Il faut des sentiments, mais il faut des sentiments qui soient très professionnels, j'ai envie de dire. Oui. Sans avoir d'affectivité ou d'amour ou ainsi de suite, Mhm. pour que ça bascule pas dans l'affectif et donc dans des réactions, des surréactions ou des réactions non maîtrisées. Alors, ça renvoie à un autre épisode de podcast où je parlais un moment avec un autre entrepreneur de la notion du rôle des émotions en management. Ces émotions, elles sont là. Donc, ça interroge beaucoup de sujets, ce que tu dis. Il y a le rôle des émotions, il y a le rôle, il y a sur quoi se construit la relation managériale. Donc, elle va se construire. Et qu'est-ce qui va permettre de dire qu'on est dans une bonne relation? C'est pas forcément qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, qui est quelque chose de très subjectif, mais ça va être aussi dans des modes de fonctionnement qui conviennent à l'un et à l'autre, mais qui sont pas forcément basés sur de l'affect aussi. Et ça va être aussi cette notion de pouvoir à un moment donné, et ça c'est très important, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est je dois être capable de prendre des décisions indépendamment de mon affect. C'est-à-dire que j'ai un affect avec la personne, mais je dois être capable de dire, bah, cette personne, je l'aime pas, mais elle peut quand même avoir de bonnes idées et me faire de bonnes propositions. Et réciproquement, ça peut être difficile pour moi de l'admettre par moment, et réciproquement, il y a quelqu'un avec que j'apprécie, voire que j'aime vraiment bien, y compris parce que dans le vestiaire, on s'entend bien,
mais être capable de lui dire, bon, là, écoute, franchement, t'as foiré ta passe, quoi, comme pour reprendre, tu m'as envoyé une patate chaude sur le C'est coup, quoi. exactement ça. Comme, C'est exactement ça. comme dans une équipe de rugby, à la fin, quand on débriefe le match, on dit, là, sur le coup, là, franchement, c'était pas un cadeau que tu m'as fait. C'est bon, c'est une page de façon. C'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est assez et c'est exactement ça. T'as tout dit, c'est assez intéressant le nombre de fois où même au techniquement parlant, j'entends certains de mes managers me dire bon, on a une problématique technique chez un client ou là à droite à gauche, lui c'est la bonne personne. Alors il n'est pas drôle, mais techniquement c'est le meilleur des mecs ainsi de suite. Par contre il n'est pas drôle. Hmm. Ça arrive assez souvent, j'entends ça. Et ma réponse est est-ce que son job c'est d'être drôle? Est-ce que son job c'est d'être drôle? Non. Est-ce que si c'est quelqu'un d'analytique qui va venir répondre à une cliente, donc on a, on va dire, les degrés de valeur suffisants nécessaires pour apporter une solution. Effectivement, il y a les soft skills et hard skills, c'est deux choses bien différentes, mais est-ce que pas son job, c'était drôle? Non, non. Et en plus, ça apporte un jugement que j'aime pas trop. Oui. Parce qu'il peut être très, très drôle avec quelqu'un qui partage le même Exactement. humour, même si c'est pas le tien, quoi. Ex- Exactement. Ouais. Ça renvoie à cette notion de relation, la notion de relation difficile en management. Euh, alors, j'aime pas trop mettre les choses comme ça dans des cases, mais on dit quand même que dans 90% des cas, on a de bonnes relations avec les gens avec qui on travaille. Ça se passe bien, on trouve que c'est fluide. Et puis, il y a 10% des cas où ben, on trouve que la relation est difficile. Et quand on creuse un petit peu, ce dont je me suis rendu compte, et notamment dans un des ateliers que j'anime, on travaille beaucoup là-dessus, c'est que au bout du compte, ce qui est difficile dans la relation, c'est que la personne avec qui j'interagis, avec qui je suis en relation, elle me demande de faire autrement que ce dont j'ai l'habitude. C'est-à-dire, si je suis un extraverti et que j'ai besoin de beaucoup parler, que je suis avec quelqu'un qui a surtout pas envie qu'on lui casse les oreilles avec des palabres, qui veut aller directement au point, je vais trouver que la relation est difficile. Mais parce que moi, on me demande de faire différemment de ce que j'apprécie de faire. Mais ça ne veut pas dire que la relation est difficile. Avec quelqu'un d'autre, ça va très bien se passer. Exactement. Donc, c'est cette notion-là aussi de pouvoir faire la part des choses. Euh, et il ne faut pas exclure certains cas qui peuvent être du domaine du pathologique, hein, quand on a affaire à Ouais, des gens qui ont des réelles difficultés, qui peuvent être dans des difficultés avec proche du burn-out, etc. Ça peut amener à d'autres situations. Mais ça, c'est des cas, c'est l'exception qui c'est confirme la l'extrême. règle. C'est l'extrême. Exactement. Et donc, quand tu as quelqu'un qui, comme ça, en entretien, te dit, j'espère que vous n'allez pas trop me crier dessus, tu as ce moment de, oups, qu'est-ce qui fait la différence entre je ne crie pas au bureau dans mon activité professionnelle et donc il y a l'affect qui rentre en ligne de compte quand je suis avec mes enfants. Donc, par moments, entre guillemets, ça me fait plus sortir de mes gonds parce qu'il y a cet affect qui me titille. Euh, et en même temps, qu'est-ce que tu lui réponds une fois que tu as fait cette introspection à cette personne? Alors, bon, je me dis, si on se compare, enfin, c'est bien que ça, j'ai posé quelques questions autour de moi, basiquement, alors à mon épouse, quand elle travaillait dans un milieu, en plus, qui est un milieu particulier, le milieu de la télévision, le milieu de la radio, j'ai un sentiment que les habitudes sont pas, enfin, c'est aussi les habitudes des us et Mhm. coutumes. J'ai discuté avec un ami restaurateur, j'ai discuté avec étoilé, j'ai discuté avec des différentes personnes, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des us et coutumes dans les structures. Dans une cuisine, Et les un cultures. chef qui gueule pas, ouais, et un chef qui gueule pas sur ses gars, c'est ou bien il les aime pas ou c'est qu'il est pas bon. Dixit ce qu'on m'a dit, hein. Mhm. Dans le milieu de télévision, le milieu de la radio, quand on est sur des primes, quand on est sur les choses, il faut aller vite. Si vous faites passer un message calmement, posément, ça marche pas. Donc il y a des endroits, des moments où il faut gueuler, il faut avancer. Pareil dans le cinéma, apparemment. Mhm. Euh, dans le monde, on va dire, j'ai appelé ça dans le monde des bureaux, dans le monde des affaires, à peu près. J'avais le sentiment que c'était peut-être un peu plus soft. Et on parle parallèlement, enfin, paradoxalement, on pourra discuter à pas mal de managers qui m'ont dit, ah si, moi j'ai eu des managers, on prenait des séances de danse quand on n'avait pas, le bon nombre de rendez-vous pour les commerciaux, quand on n'était pas dans nos chiffres, on prenait des séances. Donc je me suis rendu compte que des cris et des hurlements au bureau, enfin des gens qui crient sur les autres au bureau, c'est pas si anodin, ça arrive plus que fréquemment et que sincèrement, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit, ah oui, si, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et Ouais. j'ai trouvé ça, j'ai été gêné de cette situation parce que pour moi, on vient travailler, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, peu importe de quel côté on est, ou en tant que manager, on vient pour apporter quelque chose à une structure. Mhm.
on vient pour contre une rémunération, on vient pour apporter une expertise contre une rémunération, on vient aussi pour passer une journée au travail et s'accomplir dans sa vie professionnelle, mais on vient certainement pas pour se faire crier dessus. Oui. On vient certainement pas pour que cette violence de cri ou cette violence de parole, enfin, ça ne, j'ai beaucoup de mal à intégrer cette situation que des gens puissent se faire crier dessus au bureau. Alors, Ça m'a vraiment perturbé, quoi. Et apparemment, c'est quelque chose d'assez régulier. c'est intéressant ce que tu dis parce que je distingue deux situations en fait. Il y a la situation où en gros le code communément admis par tout le monde, c'est qu'il y a des situations où on peut crier. Tu dis en cuisine, voilà, c'est un chef étoilé en cuisine, il va crier parce que c'est le code qui est connu, communément admis par tout le monde. Et quelque part, si tout le monde le vit bien, j'ai envie de dire, C'est bon, si normal. c'est le code, c'est le normal. Et puis, ça me fait penser aussi, souvent ce qu'on voit, j'étais surpris, moi, quand je vois, par exemple, en ce moment, euh, certains, j'ai une fille de 20 ans, quand je les vois parfois, quand ils se parlent entre eux, j'ai l'impression qu'ils s'engueulent par moment. Et en fait, non. C'est juste, c'est leur mode de fonctionnement, et elle saura très bien s'adapter si elle est avec d'autres personnes qui sont sur un autre mode de fonctionnement, elle ne va pas du tout parler de cette manière-là. Donc, quand c'est le code et que tout le monde le vit bien, ça va. Ce qui est plus gênant, effectivement, c'est quand tu es dans une situation où les relations sont plutôt policées, correctes, respectueuses, mais que tu as quelqu'un qui impose de pouvoir crier, de pouvoir avoir des sautes d'humeur, de pouvoir et que c'est quelque chose contre lequel tu ne peux rien quelque part et que tu dois accepter même si toi ça ne te va pas. Bah, c'est à mon sens, c'est à mon sens, allez, on va dire, je peux quelque part dans un restaurant, un client, des coups de feu, une salle, ainsi de suite, on se crée un peu dessus, c'est les habitudes et il faut aller vite et on n'a pas le temps de palabrer et de demander trois fois, excuse-moi Mm. Jean-Michel, est-ce que tu peux ramener ce plat? Voilà. Je peux à la mer comprendre que dans le jus, dans la sauce et dans le truc, on peut crier. Là, dans un environnement comme le nôtre, c'est un environnement professionnel de bureau, parce qu'on a 95% de notre activité, c'est dans un bureau où on a logiquement le temps de s'exprimer, de parler. La violence verbale ou la violence, enfin le ton, ainsi de suite, n'a pas sa place. Ouais. N'a pas sa place parce que je pense qu'elle heurte et qu'effectivement, elle n'est pas dans les codes. Et je pense qu'elle heurte. Et en plus, non seulement elle heurte, et en plus, je pense qu'elle est totalement illégale. Ah, on est dans le domaine du harcèlement. C'est-à-dire que quelqu'un qui crie parce que sur quelqu'un en disant oh, ce que tu as fait, peu importe ce qu'elle est, je pense qu'on est dans le domaine du harcèlement, c'est totalement légal. Même si cette personne qui se reconnaîtra l'a vécu pendant 8 9 ans. Oui. Mais c'est justement cette personne, ce qu'elle te dit, quand elle te dit j'espère que vous n'allez pas trop me crier dessus, moi ce que j'entends, c'est qu'on lui a imposé ce mode de fonctionnement, C'est ça. qu'elle a fini par accepter comme étant le mode de ce fonctionnement normal entre un manager et son manager, même si elle le vit mal. C'est exactement ça. Donc, quelque part, on lui a imposé ce mode de fonctionnement-là et elle t'envoie un message en disant j'espère que ça ne se passe pas comme ça ici quelque part, mais si ça se passe comme ça, bon, je suis habitué. Et Bah, c'est dangereux parce qu'il faut lui ramener sur le fait que non, c'est pas normal. Elle n'a pas accepté ça, cette ah, mais personne. c'est ça. Et c'est exactement ça. Et ça veut dire aussi qu'elle est. Parce que ça s'est fait post-signature. Donc, elle avait déjà Oui. accepté de signer de venir. Mmh. C'était limite ce qui m'a gêné. C'était limite. Je donne un truc basique. On est d'accord sur tout, le salaire, la mission, les horaires, tout. On est d'accord sur tout. Et c'est limite à la fin si on dit, mais est-ce qu'il y a des tickets restaurants, quoi? Oui. Et ben là, c'était ce que vous criez, vous avez crié dessus ou pas? Mais ça rentrait pas en ligne de compte dans son choix, quoi. C'était pas, Aucunement. elle était prête à Aucunement. l'accepter et voilà. Tout était signé. C'était juste le modèle, est-ce que vous avez crié dessus ou pas? Et c'est là où voilà, c'est là où, et je me suis dit que sur du management, de crier, de forcer, ainsi de suite et tout, ce qui doit être peut-être des management des années 80. Moi, encore une fois, j'ai 50 ans, j'ai jamais été, on m'a jamais crié dessus, au bureau, en tout cas, mais, des engueulades, des choses où on n'est pas d'accord, c'est arrivé. Mais des engueulades où le ton monte pas plus que ça, mais cris dessus, non. Donc voilà. Donc, et donc ça veut dire que des gens utilisent encore régulièrement ce modèle de management, de dire Oui. bah, je vais crier pour imposer quoi? Ou bien une situation de force, ou bien que cette personne n'a pas assez.
naturellement, on va dire, de leadership pour imposer une idée sans crier, ou pour assurer soi-même, ou parce que cette personne a peut-être des problématiques, ou enfin, c'est peut-être un management où la personne a trop de pression, et effectivement, arrive pas à la gérer ou arrive pas à diffuser à ses équipes des informations ou du management sans pression parce qu'elle a trop être sur elle, quoi. Elle en a trop aussi sur elle. Il peut y avoir Mm. aussi un historique qu'elle vient elle-même d'un environnement où on lui a appris que pour manager, il fallait crier sur les gens. À l'armée, comme à l'armée. Bah oui, on reproduit aussi ces modèles-là parfois parce que nous-mêmes, on nous a mis de tout petit des postures dans la tête, des images d'Épinal en fonction de là où, par où on est passé, que bah, C'est pour exactement manager, il ça. faut crier. Et c'est exactement ça. Et si quelqu'un est amené à entendre ce podcast et se dit, mais c'est vrai que moi, non, ça fait quand même deux, trois fois que le père Jean-Michel, le père Bernard ou le père ou la mère Christine elle m'a crié dessus. En fin de compte, attends, est-ce que c'est normal? Juste Mm. prendre cette recul. Est-ce que c'est normal que je me fasse crier dessus quand Est-ce je que vais au ça me bureau? convient à moi? Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, outre le fait que ce soit illégal, Ouais. non, c'est pas normal. Mm. C'est important que les gens le sachent. C'est important que la relation professionnelle doit se faire enfin, je pense, hein, et donc, voilà. Et je voulais partager ça avec toi sur le podcast parce que c'est même avant la base de manager, parce que après, je me suis dit le leadership, comment co-construire, comment travailler avec quelqu'un. Je me suis dit, mais avant de parler de ça, avant de Mhm. réfléchir à dire, OK, en termes de management, moi, typiquement, là, je me suis créé un bureau où les gens, quand ils viennent dans mon bureau, j'ai un écran, on le partage, tout est partagé et on est assis les uns à côté des autres. Oui. Il n'y a plus le bureau, tu te mets en face, Mm. je suis le patron, tu es le salarié, tu m'écoutes. Non, on s'assoit l'un à côté de l'autre, Mm. on a le même écran, on partage les écrans et on travaille ensemble, on s'assoit l'un à côté de l'autre, on co-construit, on fait ensemble. Oui. Et et je voulais te parler de ça, puis je me suis dit, non, mais attends, avant de parler de ça, on va peut-être parler de la base. C'est-à-dire avant de monter sur un cheval, on va peut-être commencer par y mettre une selle. Et en gros, on va commencer par dire que le management, c'est pas crier sur les gens. Non. Et humainement, plus on vous crie dessus, ce que j'ai fait quand j'étais petit, mais plus on vous crie dessus, plus intellectuellement vous fermez vos oreilles. Oui. On le voit, les gamins, hein, c'est pas en leur criant dessus, c'est pareil que ça, Non, voilà, ça nous soulage un moment, par moment, peut-être que c'est une soupape, mais le bien sûr que gamin, c'est une lui, soupape. Non, ben, un gamin, quand il fait une bêtise, il casse un verre, ainsi de suite et tout, on gueule parce qu'on dit, ah, attends, ça engueule. Mais, et typiquement, ce qui est assez drôle, c'est quelqu'un qui casse un verre au bureau. Moi, ça me ferait plutôt marrer quand j'étais, alors maintenant, mes enfants sont grands aussi, mais s'ils cassent un verre, quand ils étaient plus petits, ça m'énervait. Maintenant, j'en fiche, mais typiquement, on compare les deux mêmes situations, et il y en a une où j'aurais même pas, je tiquerais même pas, même il y a 15 ans, j'aurais jamais tiqué. Et aujourd'hui, mes enfants, je dis, ah, t'as encore cassé un verre, fais gaffe quand même, fais attention à ce que tu fais, j'en ai marre. Tu fais que des conneries, typiquement. et surtout que pour le même truc, par moment, on va avoir parce qu'on est bien dans sa botte, qu'on est bien passé un bon week-end, C'est etc. On va exactement arriver le ça. lundi matin, on apprend une mauvaise nouvelle, et on va dire, bon, écoute, je suis pas très content d'entendre ça, mais bon, on va essayer de trouver une solution. Et puis, Mm. on a passé un week-end pourri, il pleut, on a embouti la voiture en arrivant, on est déjà bien énervé, on apprend la même nouvelle, et puis on va dire, ouais, c'est pas possible. Et au bout du compte, ce Ouais, que ça renvoie, c'est que c'est pas l'autre, c'est nous qui réagissons par rapport à une situation et qu'on peut maîtriser. exactement. Exactement. C'est exactement ça. Donc, effectivement, je trouve que je pense que c'est important aussi de se dire, quand on est manager ou quand on a des relations avec les autres, quel est l'impact qu'on peut avoir quel est l'impact que notre énervement, notre situation, notre bien-être, Mm. pas notre bien-être ensuite, a sur l'autre. Je pense que c'est important de se poser des questions. Oui, c'est important de se poser la question de comment l'autre perçoit la relation qu'on a, effectivement. Hein, dans qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation de travail? Ce que j'aime bien dire, moi, c'est que c'est une relation qui me convient, c'est une relation qui convient à l'autre, parce que ça peut me convenir de crier, Ouais, mais si exactement. ça lui Mais ça convient touche. pas, Ouais, voilà, il faut que ça lui convienne aussi à l'autre. Et puis, comme on n'est pas dans le monde des bisounours, qu'il faut quand même que ce n'est pas juste là pour boire des bières ensemble, parce que bon, il y a la troisième mi-temps dans les vestiaires, effectivement, mais il faut d'abord jouer le match. Il faut aussi qu'il y exactement. ait, c'est une relation qui produit du résultat. Ah ben, la bière, elle est meilleure quand on a gagné le match, hein. Quand on l'a Et perdu, quand on l'a perdu, elle est un ouais, peu amère, hein. exactement, exactement. Donc, ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça sur l'impact que ça a les gens. Et je pense que tout manager doit se dire, attention, moi, dans ma réaction ou vis-à-vis de telle et telle personne que je manage, quelle est, ou même me poser la question, dire, OK, moi, ça me dérange
Ça m'est arrivé de dire, OK, on a passé une année ensemble, c'est ton entretien annuel, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des choses qui t'ont énervé, que j'ai bien fait, que j'ai bien fait, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse différemment? Oui, oui, pareil, Parce que tu parlais des départs. Dans les départs, les entretiens de départ, quand quelqu'un s'en va, faut lui poser la question aussi, pas uniquement de la raison de son départ, mais de lui faire puisse aussi s'exprimer sur bah, qu'est-ce qu'il a apprécié dans la boîte, quels sont les trucs. Voilà, il y a aussi ces choses-là qui sont intéressantes à très progresser important. comme En feedback. informatique, ouais, très important. En informatique, quand il y a eu un incident, on fait ce qu'on appelle un post-mortem. C'est Hum, qu'on dit, bah, OK, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, ainsi de hum, suite. Moi, je pense que quand quelqu'un quitte la structure, c'est les meilleures informations qu'on peut avoir. ouais, Parce que la personne part, alors si elle dit, bon, je suis ma femme, peu importe, ben, moi, on le sait. Mais la personne, elle peut dire totalement la vérité et se libérer totalement hum, puisqu'elle s'en va. Et c'est transparent. Et grosso modo, c'est le bon moyen de dire, OK, tu t'en vas, mais pourquoi? Et explique-nous, qu'est-ce que j'aurais mieux fait, qu'est-ce que j'aurais mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et ça m'est déjà arrivé de dire, bah, tu aurais dû faire ci, ça, tu as la documentation. Je, elles sont de raison, ça a été mon choix de manager, elle n'a hum. pas fait, bon, je regrette pas, et c'est comme ça. Il y a des fois, et c'est vrai qu'il y a des fois, quand on rentre en voiture le soir, on se dit, tiens, c'est vrai que ce qu'elle m'a dit, c'est pas totalement stupide quand même, hein. Oui, oui. C'est pas Et ça fait forcément réfléchir ce qui est trop, ouais, agréable à entendre par moment parce qu'on n'aime jamais qu'on nous dise bah là, tu as fait un truc que j'ai pas apprécié. ouais, Ou, voilà, exactement, mais ça peut être utile, effectivement. exactement. Et donc, bah, ce collaborateur et cette collaboratrice, c'est bien intégré maintenant dans la boîte, j'imagine. Ouais, Et ouais, vu que ça ne criait ça se pas dans passe. la boîte, Non, alors elle crie pas, parce que après, je me suis dit, ça se trouve, elle crie sur ses équipes, non, elle crie pas et ça se passe très bien, elle est très contente d'être là et je suis très content, tu reconnaîtras, je suis très content, on est très content de l'avoir avec nous dans l'équipe et, euh, et c'est quelqu'un de très bien. bien. Alors, en conclusion, pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu aimerais partager comme enseignement de cet épisode que tu as vécu? Et ben moi, ce que j'aimerais partager, c'est que je pense que, encore une fois, hein, la vie professionnelle, c'est une étape. On est là pour travailler, on est là pour gagner de l'argent et pour occuper des journées, forcément, si on parle de choses très basiques. Euh, mais je pense qu'il faut réussir à ce que les relations humaines soient les meilleures possibles entre les salariés, parce que ça tire la compétence vers le haut. Et sincèrement, pour avoir eu des équipes qui s'entendaient bien ou d'autres qui s'entendaient moins bien, la performance de l'entreprise est très différente. Et même si elle n'était pas très différente, les journées sont quand même bien meilleures Oui, pour tout le monde. l'entrepreneuriat, c'est un sport collectif. Tiens, tu Exactement. faisais le parallèle avec le rugby. J'avais un autre entrepreneur qui faisait aussi beaucoup ce parallèle avec le rugby, qui a des valeurs dans ce domaine qui sont très très fortes. En tant qu'ancien rugbyman, je partage complètement. Donc, Ouais. et c'est vrai on est vraiment dans un domaine où plus l'équipe s'entend, mieux Et mieux mieux c'est. ça Et performe. mieux c'est. Ouais. Ouais. Et pour commencer à être, à réfléchir, alors encore une fois, je vais arriver à 50 ans, mais vers plus la fin de ma carrière que le début de ma carrière, c'est vrai que c'est important de se dire que les quotidiens, il faut que ça se passe le mieux du monde. Enfin, mieux on s'entend et mieux on s'entend tous, plus les journées passent vite et plus on avance, quoi. Et c'est quand même très agréable. Oui, puis comme tu le disais, on passe du temps quand même hein, avec les gens avec qui on travaille. Donc, Ouais, un peu beaucoup, ouais. autant que ce soit alors, je sais que les RH n'aiment pas dire le bien-être parce que ça renvoie trop à des thérapies, des choses comme ça. Mais on commence de plus en plus, et ça rentre de plus en plus dans les boîtes, à parler du être bien au travail. Et ça, Ouais, c'est exactement, important. exactement. C'est hyper important, exactement. Merci beaucoup, François-Xavier. Donc, je Bah, rappelle, merci beaucoup, Thibaut. Merci à le toi. président d'Astrelia et donc une belle boîte où on ne crie pas sur ses collaborateurs. Hein. Donc, si vous avez en tout cas l'intention de rejoindre une belle boîte dans le domaine des services informatiques, regardez ce qui se passe de ce côté-là. Je crois que vous recrutez encore régulièrement. Beaucoup. Et, euh, et merci de ce partage et cette réflexion sur peut-être une des images d'Épinal que j'entends souvent sur un manager, ça doit être autoritaire, ça peut crier, c'est admis, c'est normal. Eh ben non, non, c'est pas normal. Ça peut être un code dans certains environnements et à certains moments, pas tout le temps. Et encore, il faut que ça convienne aux deux et aux collaborateurs comme aux managers les modes de fonctionnement et la relation. Voilà, c'était C'est exactement le ça. partage Merci d'aujourd'hui. beaucoup.
Merci Merci. beaucoup. Merci à tous. Au revoir. François Xavier nous a raconté comment cet entretien l'a conduit à se poser des questions sur ses propres modes de fonctionnement et à prendre conscience du fait que chacun, de par ses expériences passées ou ses filtres émotionnels, projette une image du manager redouté ou idéal. Cette image génère des craintes, ou au contraire des attentes, et impacte les relations managériales dans l'entreprise. Comprendre ce que sont ces attentes ou ces craintes est donc essentiel pour tout manager. C'est un des enseignements du programme Crée ton manager que je propose, et dont vous découvrirez le descriptif complet sur www.ayotl.fr. C'est aujourd'hui le dernier épisode de cette très riche deuxième saison. Scène de management reviendra certainement, peut-être avec une forme légèrement différente. Je vous dis donc à bientôt sur vos projets et sur Scène de management.